Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur la nouvelle chaîne YouTube dédiée à Immédiat, Immédiat TV Liberté. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne et les vidéos auprès de vos amis, vos connaissances, un maximum. Au sommaire, cette semaine, nous verrons d'abord que Quotidien a sombré en invitant sur le plateau un enfant se déclarant transgenre. Nous reviendrons ensuite de manière complète sur la haine et les mensonges du monde politico-médiatique à l'encontre d'Éric Zemmour. Nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Et enfin, nous nous intéresserons à Donald Trump et à ce bel aveu d'un journaliste de France Info. Immédiat numéro 317, c'est parti. Pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine et cette image, c'est celle de cet enfant sur le plateau de Quotidien. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille et là, elle a... Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien mignon. C'est ça. C'était un énorme soulagement pour nous. Racontez-nous. Oui, alors Nicolas, vous avez bien fait de flouter l'image de l'enfant parce que ça met très mal à l'aise. Un enfant de 8 ans qu'on propulse sur le plateau de Quotidien, c'est de l'exhibitionnisme sordide. En plus, cet enfant, on voit qu'il utilise des éléments de langage. Je me sentais mal dans mon corps. J'avais des instincts, des pulsions suicidaires. Ce sont des éléments de langage qu'on lui a appris, probablement que la mère lui a appris, et qui est ravie, elle est ravie, elle est ravie de se faire de la publicité, finalement. Je suis pas certain qu'on sur puisse le mal dire de ça son quand enfant. même. Mais moi, je le dis parce que c'est ignoble. Qu'est-ce qui se passe là? On a peut-être un cas sur 10 000, un cas sur 100 000, un cas sur 500 000 d'enfants qui, effectivement, peuvent se poser des questions. Mais actuellement, on pousse les enfants à se poser ce type de questions et on met en épingle des cas extrêmement rares pour essayer de les faire se développer. Et nous avons affaire là, parfois, vous savez, nous utilisons régulièrement l'expression « média de propagande ». Eh bien là, nous avons affaire à un média de propagande chimiquement pur, puisqu'on veut, au fond, perturber tous les enfants, se faire poser des questions que certains peut-être se posent, mais qu'un infiniment plus grand nombre ne se posent pas. Nous avons des médias chimiques de propagande, chimiquement purs, parce que c'est pas seulement Quotidien. Cet enfant, on l'a vu aussi sur d'autres chaînes de télévision. Donc c'est vrai que ça met un petit peu mal à l'aise. Passons au premier sujet, Zemmour face à la haine politico-médiatique. C'est une polémique politico-médiatique de grande ampleur. Éric Zemmour a été attaqué avec violence pour des propos prétendument choquants. Nous avions évoqué cette affaire la semaine dernière. Nous voici dans l'obligation d'y revenir plus en longueur pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Revenons d'abord sur les propos d'Éric Zemmour que je vous propose d'écouter dans leur intégralité. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Tous les mineurs isolés ne sont pas forcément des violeurs. Christine, tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs. Non, mais Christine, tous les mineurs isolés, vous avez raison, ne sont pas des voleurs et des violeurs. Mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Et donc, tant qu'il y en aura un, il ne faut pas les laisser rentrer parce que ça veut dire un voleur, un violeur, un assassin qui persécute les Français. Potentiel, mais statistiquement, c'est la vérité. Ces propos vous appartiennent, c'est pas CNews. Non, Christine, vous avez raison. Tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs, des violeurs, des assassins. Mais je vous répète, comme il y en a beaucoup qui le deviennent,
eh ben, il faut protéger les Français. Et donc, dans le doute, il ne faut laisser rentrer personne. Les propos de Zemmour, là, sont tout à fait clairs. Il ne dit pas que tous les mineurs isolés sont violeurs, agresseurs, voleurs. Non. Mais il dit qu'en fonction du principe de précaution, il ne faut en accepter aucun, parce que c'est vrai que la proportion de délinquants dans cette population est très élevée. Il y a des villes de France, je crois Bordeaux, il y a aussi ça dans les villes, d'autres villes de l'Ouest, il y a aussi ça à Paris, où une part très importante de la délinquance est le fait de ces mineurs isolés, enfin mineurs, pas toujours mineurs, souvent majeurs, hein, comme ce terroriste pakistanais. Et donc, Zemmour a raison de dire il ne faut pas les accepter. En tout cas, qu'il ait raison ou non, c'est son point de vue, mais il dit qu'il n'en faut accepter aucun. Il ne dit pas que tous sont voleurs, violeurs, agresseurs. Beaucoup, ça suffit. Alors justement, de nombreux journalistes ont jusqu'à très récemment encore affirmé qu'Éric Zemmour avait déclaré que tous les migrants mineurs étaient des délinquants. Exemple ici avec Patrick Roger sur Sud Radio et Alba Ventura sur RTL. Est-ce que vous condamnez les propos d'Éric Zemmour qui a dit tous des voleurs, des violeurs ? Éric Zemmour, pour qui les migrants mineurs isolés sont tous des assassins, des voleurs et des violeurs. Réécoutons très rapidement Éric Zemmour sur ce point précis du tous. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine. Le tous, il se rapporte, non pas ils sont tous délinquants, mais il faut que tous ces jeunes ne viennent plus. C'est un point de vue, on peut ne pas le partager, mais on n'a pas à le déformer. Et pourquoi il le déforme ? Parce que tous ces journalistes, ils vont pas aux sources. Ils regardent ce que dit SOS Racisme, ils regardent ce que dit la LICRA, ils regardent ce que dit la DILCRA, et ils répètent. Ouais. Ce sont des médias de propagande, ce sont des propagandistes. Ouais, c'est vrai que ce mensonge de dire que Éric Zemmour a dit que, entre guillemets, tous étaient des délinquants est complètement faux. On le répète, hein, le tous se rapporte au fait que tous les jeunes ne doivent plus venir. Alors, Jean-Yves, je vous propose de commenter les réactions de 2 membres du Rassemblement national à ces mensonges journalistiques, en commençant par la réaction de Marine Le Pen au micro d'Alba Ventura le 6 octobre dernier. Éric Zemmour, pour qui les migrants mineurs isolés sont tous des assassins, des voleurs et des violeurs. Est-ce que vous comprenez que cet amalgame choque, alors que sur le terrain, certains élus révèlent par exemple que dans le Tarn, 2 d'entre eux, de migrants mineurs isolés, sont devenus meilleurs apprentis de France en plomberie, d'autres ont trouvé du travail en peinture, d'autres dans l'élevage. Non mais je veux dire, chacun va admettre qu'évidemment ce propos était évidemment excessif. Est-ce que ça mérite d'être traîné devant un tribunal ? Est-ce que ça mérite que des départements s'occupent d'aller traîner un journaliste, un éditorialiste, vous plaidiez pour une France apaisée à la dernière présidentielle. Mais madame, je plaide aussi pour la liberté d'expression. La liberté d'expression, selon la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la liberté de choquer. C'est même la liberté de blesser. Je vais lui donner un bon point et un mauvais point. Le bon point, c'est le minimum, vous me direz, elle défend la liberté d'expression. Le mauvais point, c'est qu'elle se laisse embarquer par la journaliste, elle ne rectifie pas le propos, et le propos de la journaliste, qui déforme elle-même les propos de Zemmour, donc elle ne rectifie pas, elle n'a peut-être pas assez travaillé, je ne sais pas, et elle éprouve quand même le besoin de faire une petite condamnation sur le thème, le propos est excessif. Je crois qu'on ne gagne rien à participer de la diabolisation d'Éric Zemmour quand on est Marine Le Pen. Au contraire, on a beaucoup à perdre, me semble-t-il. Alors, Jean-Yves, je vous propose de passer à la réaction de Nicolas Bay, c'était le 2 octobre dernier. Est-ce que vous condamnez les propos d'Éric Zemmour qui a dit tous des voleurs, des violeurs, des assassins ? D'abord, il n'a pas dit ça. Je ne condamne pas du tout les propos d'Éric Zemmour. Ouais. Il n'a pas dit ça. Il a dit tous. À un moment, il n'a pas dit tous. Il a dit ils volent, ils violent. Il a aussitôt relancé par la journaliste qui lui dit mais pas tous. Il dit non, bien sûr, pas tous. La liberté d'expression, c'est un bloc. Si on défend Charlie, eh bien, il faut défendre Zemmour. Moi, je suis Charlie et je suis Zemmour. Il a le droit de le dire. On a même le droit de ne pas être d'accord avec lui. Moi, je pense que quand il dit que l'immigration clandestine, l'anarchie migratoire provoque de la délinquance et de la criminalité en France, non seulement c'est vrai, mais c'est une évidence. Mais je conçois que d'autres puissent nier la réalité et dire que c'est faux. Mais en revanche, ce qui est insupportable, c'est quand quelqu'un dit ça, aujourd'hui, on dit on va le traîner devant les tribunaux. C'est-à-dire, en clair, il dit la vérité, il doit être exécuté. Écoutez, là,
pardon de le dire, mais c'est de meilleur niveau. D'abord, Nicolas Bay ne plie pas. Il défend complètement la liberté d'expression de Zemmour. Il a cette expression qui est assez jolie. On peut être Charlie, mais si on est Charlie, on doit être aussi Zemmour. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Et puis, il rectifie d'emblée le propos des journalistes. Et enfin, il assume pleinement le fait que il ne faut cesser de faire venir tous ces mineurs isolés, ou plus exactement, tous ces faux mineurs isolés. Donc là, je trouve qu'il est très... face à un journaliste qui est tout de même assez offensif, qui reprend aussi la désinformation générale, même si on est sur CNews, il tient... Sud Radio. Ah pardon, même si on est sur Sud Radio, mais il maintient remarquablement bien la position. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est antérieur aux propos de Marine Le Pen, donc il aurait quand même pu... regarder un petit peu ce qu'avait dit un de ses lieutenants, mais pour avoir le fond de l'argumentaire, et notamment ne pas se laisser embarquer sur les phrases tronquées de Zemmour telles qu'elles sont présentées par les journalistes. Alors Zemmour a été attaqué par de nombreux journalistes et hommes politiques. C'est Elisabeth Moreno qui a sonné la charge dans ce tweet. Encore une sortie abjecte et raciste d'Éric Zemmour sur le plateau de CNews. J'ai échangé ce matin avec le président du CSA et j'ai demandé à la DILCRA de saisir le procureur de la République. Alors, 2 mots sur Moreno, là, que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est une ministricule encore peu connue, franco-capverdienne, et qui est ministre de l'égalité des chances, de la diversité, de l'égalité homme-femme, je crois. Je dois oublier quelque chose au passage. C'est une ministre idéologique, et donc qui, effectivement, fait un travail idéologique en dénonçant un journaliste au parquet. C'est un petit côté Corée du Nord, quand même, tout ça. Encore, je suis peut-être sévère avec la Corée du Nord. Alors, en tout cas, sa prise de position a été très largement saluée, notamment par ses collègues La République En Marche, comme par exemple Gérald Darmanin, qui a réagi aux propos d'Éric Zemmour en déclarant nauséabond et insupportable. Et alors, c'est cette... saisie du parquet indirect par Elisabeth Moreno via la DILCRA, eh bien, elle a reçu un très large soutien chez les journalistes, avec par exemple Audrey Pulvar qui la remercie, Claude Askolovitch également, Boris Ciolier qui est un ex de l'Express, Dimitri Lours qui est journaliste au Télégramme, Josué Jean-Bart qui est journaliste à Ouest France, Siam Saber sur M6 et TF1, Olivier Faye du Monde et également Memona Interman qui est une ancienne du CSA. Jean-Yves, ça fait un peu de monde quand même. Hein. Oui, ça fait du bonbon, une belle collection. C'est un peu collector. Hein. Alors, c'est quand même intéressant parce que on voit des journalistes qui sont tous du côté du pouvoir, du côté du parquet, du côté des ministres, contre un de leurs confrères. Quand même très, très intéressant. Alors vous me direz, dans les régimes totalitaires, il y a une connexion, les journalistes sont aussi du côté du pouvoir. Donc finalement, on a peut-être tort d'être surpris. Ça donne aussi un état des lieux de la diversité des journalistes, parce que vous avez cité toute une pléthore d'organes de presse qui sont tous sur la même ligne. Et donc, il y a des médias quand même assez largement monocolores. Et puis on trouve là la vérification d'une loi que Robert Ménard a édictée et que j'aime bien rappeler. Aujourd'hui, les principaux ennemis de la liberté et de la presse, ce sont les journalistes. Ça se vérifie effectivement sur cette affaire. Alors il y a eu d'autres attaques politiques, comme par exemple celle d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'est un multirécidiviste de la haine et du racisme. Puis je suis indigné que l'on puisse exprimer ça. Pour moi, un journaliste, évidemment, il informe en toute indépendance, là encore. Il peut commettre des fautes déontologiques, mais il fait son métier en toute indépendance. Et puis, il évoque le débat public. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est un déversoir de haine. Oui, alors, franchement, il n'est pas très bon. Hein. Franchement, le ténor du barreau, là, il est en petite forme. Hein. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est... On voit là un ministre, là aussi, c'est très intéressant, on voit un ministre qui dit au fond ce que doivent être les journalistes. Et alors les deux journalistes qui l'écoutent, notamment Cohen et puis Anne-Elisabeth Lemoine,
ça les met quand même un tout petit poil mal à l'aise que le ministre leur dise ce que doit être un journaliste. Même si c'est pour critiquer Zemmour, là, on les voit un tout petit peu mal à l'aise. En tout cas, il a poussé un coup de gueule et justement, dans l'émission Les Grandes Gueules, eh bien, on a eu le droit à une déclaration étonnante de Mourad Boudjelal. Pour moi, le plus important aujourd'hui n'est pas de l'empêcher de le dire. Le plus important, c'est de l'empêcher de le penser. Parce que on peut le faire taire, mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui pensent cela. Non, mais tu peux pas faire taire des idées qui existent. Tu peux, à la limite, les combattre, les débattre. Le problème, il n'est pas de le dire, le problème est de le penser. Alors après, ça va être compliqué d'interdire de penser non plus. Je suis même pas sûr que Zemmour... C'est quoi la pensée juste? Qui a même pas l'excuse d'être... Ce type est dangereux. Il est dangereux dans la situation actuelle en France. Oui, alors là, on atteint des sommets. C'est un Everest de la pensée, ce Boudjelal. La pensée, le mot vient bien, parce que, en règle générale, on est parfois critique, on peut dire qu'il faut limiter la liberté d'expression. Bon, c'est déjà pas très bien. Moi, je suis pas favorable. Mais là, on veut limiter la liberté de penser. La liberté de penser, comment on fait? On met des électrodes dans la tête, comment on fait? Voilà. Et on n'a pas le droit de penser cela. Alors, remarquez, Cohen avait déjà eu une muselière d'or pour avoir dit ça il y a 7 ou 8 ans. Voilà. Mais là, interdit de penser. Bah, c'est un Danube de la pensée lui-même, ce Boudjelal. Alors, moi, malgré tout, je vois dans tout ça un petit élément d'optimisme. Parce que finalement, le politiquement correct, la bien-pensance, aujourd'hui, ils n'ont plus comme seule arme que la censure. Il n'y a plus d'arguments, il y a la censure, même plus que la censure, l'interdiction de penser. Et ça, je crois que c'est quand même une preuve de faiblesse. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu lutter contre les propos d'Éric Zemmour en prouvant qu'ils étaient faux, en disant non, il n'y a pas de surreprésentation des délinquants et des criminels parmi les populations de mineurs isolés, en fournissant des chiffres, etc. Peut-être qu'ils ont eu un peu de mal à les trouver. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est deux apprentis au fin fond d'un département qui ont été montés en épingle, en l'occurrence. Oui, évidemment qu'il y a des gens qui s'en sortent bien. C'était une opération de propagande. Mais effectivement, ils sont incapables de répondre sur le fait statistique. Double fait statistique. Une partie très importante de ces mineurs isolés ne sont pas des mineurs. Donc ce sont des gens qui trompent les Français, qui trompent la France dans leurs déclarations. Petit 1. Petit 2, c'est une proportion, il y a une proportion très importante de délinquants chez eux et ils représentent une proportion très importante de la délinquance dans les grandes villes. Voilà, ça fait beaucoup. Là, c'est là-dessus qu'il faudra argumenter au lieu de censurer, au lieu d'interdire de penser. Et la censure est peut-être synonyme d'absence d'arguments dans ce cas précis. Éric Zemmour, qui a même été attaqué, Jean-Yves, par des départements. C'est assez incroyable. On a la Loire-Atlantique, le Gers, les Landes, la Haute-Garonne, le Finistère, la Meurthe-et-Moselle, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou encore la Lozère, qui ont attaqué Éric Zemmour. Alors là, je vois pas bien l'intérêt des départements à agir, si ce n'est que ce sont eux, effectivement, qui financent les mineurs isolés, mais ils en ont l'obligation. Bon. Donc je vois pas bien leur intérêt à agir, donc ça c'est quand même une première question. Si toutefois les plaintes sont reçues, je crois que ça pourrait être très intéressant. Moi, personnellement, je conseillerais à Éric Zemmour de faire département par département l'inventaire des troubles liés aux mineurs isolés dans ces départements. Je pense que ça pourrait être un assez joli spectacle. Donc, affaire à suivre. Alors, simplement, il y a toujours, derrière cela, il y a toujours une arrière-pensée. L'arrière-pensée, c'est quand on veut censurer, il y a 2 méthodes. Il y a la prison, c'est ce qu'on a utilisé pour Ison qui n'a pas de fric. Et puis, il y a l'argent pour ceux qui ont de l'argent. C'est le cas de Zemmour, donc ce qui lui évite pour le moment d'être menacé de la prison. On a vu la semaine dernière qu'il avait été condamné en première instance, mais à un ensemble de peines et de dommages-intérêts de 27 500 €, ce qui commence à être important. Ouais. Il est évident que là, s'il a à faire face à ces procès des départements, si tant est que ce soit recevable, qu'ils aient un intérêt à agir, il s'agit de frapper à la caisse. Voilà. C'est une censure par l'argent qui est en train d'être engagée.
Et pendant ce temps-là, eh bien, la haine des hommes est autorisée dans Libération avec cet article. Pauline Armange, elle, les hommes, elle les déteste. Un article de Erwan Cario sur un ouvrage, un pamphlet misandre. Vous motiverez, vous, Pauline Armange? J'ai pas de jugement à porter, mais par contre, sur la littérature, je peux vous dire que ça ne me motive pas des masses. Vous restez sur votre avantage. De toute manière, je suis pas certain qu'elle soit fan des hommes, de toute manière, puisque vu ce qu'elle écrit dessus, ça semble compliqué. Ouais. Bon, alors, vos chances sont limitées. Bon. Voilà ce qu'elle écrit dans son pamphlet misandre, que Erwan Cario, journaliste à Libération, décrit comme une détestation joyeuse des hommes. Le journaliste qui enchaîne, les hommes sont des ordures, ce constat posé, on esquivera sans y faire attention les sempiternels, pas tous les hommes. Revendiquer le fait de ne pas aimer les hommes relèverait pour certains d'un sexisme comparable à celui de l'oppression subie par les femmes depuis des siècles. Un raisonnement absurde, selon Erwan Cario, qui donc note bien que l'ouvrage a dans l'idée d'assumer haut et fort sa misandrie, qu'il s'agit d'une détestation somme toute légitime, d'un pamphlet jubilatoire, ce sont les mots du journaliste de Libération, qui poursuit « Les hommes sont relégués au rang de figurants tout à fait dispensables. Dans les faits, ils le sont. » Il parle d'un épanouissement en non-mixité qui ressemble fort à une libération, et il conclut son article en citant l'auteur « Détester les hommes et tout ce qu'ils représentent est notre droit le plus strict. C'est aussi une fête. Qui aurait cru qu'il y aurait tant de joie dans la misandrie ?» Jean-Yves, c'est gratiné. Hein. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a une loi qu'on applique régulièrement, qui est la loi Pleven. Moi, personnellement, je suis pour l'abrogation de la loi Pleven. Mais la loi Pleven condamne la discrimination et l'incitation à la haine au regard de la nationalité, de l'origine, de l'ethnie ou du sexe. Et donc, si on applique la loi Pleven contre Zemmour parce qu'il dit des choses dont on estime qu'il ne devrait pas les dire sur les immigrés, pourquoi on ne l'applique pas à cette femme qui dit des choses qui sont parfaitement incompatibles avec la loi Pleven sur les hommes? Il faut savoir où on applique la loi, où on n'applique pas la loi. Et en fait, c'est pas ça du tout. La loi Pleven, c'est à la gueule du client. C'est en fonction du sujet. Vous êtes mal pensant, c'est bon pour vous. Vous êtes bien pensant, alors là, circulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, c'est ça la situation. On est dans un arbitraire. C'est pour ça qu'il faut abroger cette loi. Parce qu'elle est appliquée de toute façon de manière parfaitement arbitraire, à la fois dans les poursuites et dans les condamnations. Alors, autre actualité médiatique qui entre en contradiction un petit peu avec cette condamnation d'Éric Zemmour, eh bien, c'est cette chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Myriam Debag, qui a considéré, après l'utilisation par la chanteuse Rihanna d'un morceau qui reprenait de manière remixée un hadith, donc un texte religieux musulman, eh bien, elle a déclaré qu'elle avait envie de tuer Rihanna pour l'utilisation de ce hadith. Oui, au fond, elle appelle à la peine de mort pour blasphème. Voilà. Oui. C'est assez logique, peut-être, de son point de vue. Là, elle se place d'un point de vue musulman militant. La question, là aussi, est de savoir est-ce qu'on trouve normal des appels au meurtre sur des chaînes de télévision? Moi, je ne suis pas sur la censure. Je ne suis pas pour la censure, donc je ne vais pas non plus être pour la censure de cette dame. Mais encore faudrait-il savoir. Là, on tolère, au fond, une déclaration parfaitement sexiste contre les hommes. Là, on tolère une déclaration d'incitation au meurtre pour blasphème. Et puis, d'un autre côté, on poursuit Zemmour. Il faut savoir. Ou on poursuit personne, ou on poursuit tout le monde. Oui, surtout que le degré de gravité chez Éric Zemmour est bien moindre. Bien moindre, bien sûr, bien sûr. On a l'habitude de ce deux poids, deux mesures. Oui, mais ça finit par être exaspérant. Voilà. Et on ne cessera jamais de le dénoncer. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, nous allons nous intéresser au séparatisme. Et Jean-Yves, le séparatisme, c'était le thème d'un grand discours d'Emmanuel Macron, très attendu notamment par les médias. Et Le Point qui titre, en toute simplicité, « Un discours qui fera date ». Est-ce qu'on peut en dire autant? Non, c'est des éléments de langage datés. C'est du pur enfumage, parce que
il sortira pas grand-chose de tout cela, si ce n'est l'enseignement de l'arabe à l'école. On voit pas en quoi ça va beaucoup permettre de lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme. Voilà. En fait, le fond de l'affaire, c'est que l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est aussi un ensemble de mœurs, un ensemble de droits qui sont peut-être tout à fait valables dans les pays musulmans, mais qui sont parfaitement incompatibles avec notre civilisation. C'est ça le fond du problème. Et c'est pas les discours de Macron et l'enseignement de l'arabe à l'école qui vont y changer quoi que ce soit. Alors, on peut noter, Jean-Yves, cette réaction de Guillaume Bigot sur CNews, et il parle notamment de l'immigration. Encore un effort, Monsieur le Président, pour reconnaître que l'immigration encourage le séparatisme. Alors vous rappelez que l'école doit être un creuset républicain. Mais à qui voulez-vous donc que les jeunes d'origine étrangère qui habitent dans ces quartiers s'assimilent si vous ne renoncez pas au regroupement familial et que vous ne mettez pas un terme au détournement du droit d'asile? Encore un effort pour tirer d'ailleurs des conséquences des termes que vous utilisez vous-même. L'amour, avez-vous dit, ne se décrète pas. Il requiert en effet des efforts réciproques, mais ne doit jamais, jamais être une prison. Et si certains détestent la France, eh bien qu'ils s'en aillent. Oui, heureusement qu'il y a CNews pour dire que finalement le problème, c'est pas tant l'islam, c'est l'immigration. Voilà. Alors, ce qui a été noté aussi dans ce discours sur le séparatisme et les mesures afférentes, c'est le hors-contrat qui était menacé, les écoles hors-contrat. LCI a republié un reportage critiquant le hors-contrat, diffusé initialement le dimanche 20 septembre pendant le JT de 20h de TF1. Et Jean-Yves, on peut voir que ce reportage, il était un peu à charge contre une religion en particulier. Alors, 13 secondes sur le hors-contrat musulman, où il y aurait quand même beaucoup à dire, et 3 minutes 40 sur le hors-contrat catholique, en l'occurrence Saint-Pédis, qui pose pas de problème à la société, voilà. Et le hors-contrat étant quand même une liberté. Et donc, on utilise, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on utilise l'islam, on utilise l'immigration pour limiter les libertés de l'ensemble des Français. Voilà. Quand on critique l'immigration, on parle du coût, on parle de l'insécurité, on oublie de parler des libertés parce que l'immigration, c'est aussi un instrument pour limiter nos libertés. Effectivement, c'est l'État qui prend plus de pouvoir sur l'enseignement, un petit peu grâce à cette question du séparatisme. Qui utilise cet argument, bien sûr. Bien sûr. Toujours... Qui instrumentalise. Oui. L'islam est instrumentalisé dans ce cas particulier, en gros par l'éducation nationale, pour restreindre les quelques libertés qu'il y a. Le hors-contrat, c'est un domaine qui marche, alors que l'éducation nationale, ça ne marche pas, donc il faut évidemment éliminer la concurrence. Toujours sur LCI, Anne Coffinier, toujours à propos de ces écoles hors contrat, nous apprend que les lycées musulmans sous contrat existent aussi, on va l'écouter. Est-ce que vous connaissez les bahuts privés sous contrat musulmans? Parce que figurez-vous qu'il y en a. Mais c'est quoi ça? C'est des écoles coraniques ou c'est Non, des ce sont des lycées musulmans sous contrat, payés par nos impôts, qui existent aujourd'hui et qui sont rattachés à l'UOIF, devenu musulman de France. Elle connaît le dossier, Anne Coffinier. Voilà. Elle connaît le dossier, elle dit les choses, c'est bien, c'est malheureusement des faits qu'il faut connaître. Alors, pendant que Emmanuel Macron parle de séparatisme, eh bien, près de Lyon, une église a été attaquée par des racailles. Une vingtaine d'individus masqués et cagoulés incendient plusieurs véhicules du quartier. L'un de ces véhicules en flammes est poussé contre la paroi de l'église. La façade est noircie, 2 vitres sont brisées. Les individus caillassent ensuite pompiers et policiers qui tentent d'éteindre l'incendie. Monseigneur Dubost du diocèse de Lyon condamne ces violences. Je me dis, mais ces jeunes qui se sont cagoulés, qui ont essayé de monter une voiture sur un talus pour toucher l'église, pourquoi ? Qu'est-ce qui explique, au fond, qu'ils soient révoltés à ce point-là? Il ne faut pas céder à ce genre de violence. Il ne faut pas que nous ayons peur. Cet évêque demande, mais pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que ceux qui attaquent cette église considèrent qu'il n'y a pas de place pour cette église chrétienne dans un territoire qui est en train d'être islamisé. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine de dire pourquoi, on comprend pas, pourquoi. Et puis, avec les recommandations de son pape, là, consistant à faire venir des millions d'immigrés supplémentaires en Europe, c'est pas la dernière église qui va être attaquée. Je trouve qu'on a là, pardon, je vais peut-être un peu choquer, mais on a un bel exemple de crétinisme mitré avec le refus de cet évêque de voir. Voilà, c'est ça. C'est ça l'attitude de cet évêque. C'est vrai que son questionnement est quand même étrange. Hein. Oui. Alors, la vraie question,
est-ce qu'il est hypocrite ? Il sait, mais il ne veut pas dire. Ou est-ce qu'il ne voit même pas ? Je ne sais pas. Je lui accorde le bénéfice du doute. Ceux qui n'auront pas le bénéfice du doute, c'est le service public. Puisque cette semaine encore, France 2 s'est illustré dans la repentance avec ce documentaire sur la colonisation. On vous apprend à avoir honte de vous-même, de votre culture, de votre civilisation, et donc à la renier et d'adopter la culture, la civilisation du dominateur, qui est le blanc, qui est le français. C'est ça le résultat du lavage de cerveau de la colonisation. Et pendant que les élèves de l'Empire apprennent la grandeur de la métropole, loin des caméras, la France engage l'une des plus impitoyables répressions de ces années d'après-guerre. Des événements longtemps ignorés des manuels d'histoire. Cette histoire a laissé des traces indélébiles dans les cœurs et dans les âmes. Je proclame l'indépendance. Le temps des colonies n'est plus, mais les blessures restent vives. Oui, alors les blessures de la colonisation sont d'autant plus vives qu'on gratte en permanence, parce que, objectivement, la colonisation, c'est fini depuis 60 ans. Donc, si l'Afrique ne s'est pas tellement développée depuis 60 ans, c'est quand même pas la faute de la colonisation. Donc, mais si les Africains viennent en Europe, c'est pas non plus la faute de la colonisation. Mais on gratte les plaies et, d'un certain point de vue, on encourage ce qu'on dénonce par ailleurs, à savoir le séparatisme. Voilà. Donc, tout ce discours de repentance est tout à fait insupportable. Encore une fois, pour des événements qui sont terminés depuis plus de 60 ans. Et puis quand même, bon, allez, on va rappeler un chiffre. L'Afrique en 1900, c'est 100 millions d'habitants. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard. C'est le progrès occidental qui a permis ce développement démographique. Donc 11 types sur 12 qui se plaignent de la colonisation, ils ne seraient pas nés s'il n'y avait pas eu la colonisation. Donc on arrête. Alors, pour changer de sujet, on va parler féminicide, Jean-Yves. Aïe. Puisque sur Twitter, le journal Présent s'interroge avec cette actualité sordide, un double homicide de 2 femmes dans un appartement à Paris avec le suspect qui est interné et le journal Présent qui tweet « Tiens, dans ce cas précis, le mot féminicide n'est pas employé. Pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que le suspect est arabe, il a été arrêté alors qu'il faisait une prière de rue en arabe. Donc, c'est pas un féminicide, c'est un déséquilibré, là. Attention, attention, là. Attention. Ceci explique cela. En Arménie, la guerre fait rage et à Libération, la dérive continue face à cette guerre. Avec cet article de Pierre Plotu et Maxime Massé, face à l'Azerbaïdjan, l'extrême droite française défend l'Arménie. Les journalistes écrivent « L'extrême droite française a pris fait et cause pour l'Arménie, un soutien opportuniste qui vise à matérialiser son discours anti-musulman et faire d'Erdogan l'épouvantail d'un islam présenté comme conquérant et menaçant l'Occident chrétien ». Un article très engagé et très militant, critiqué par Régis Le Sommier de Paris Match. Cet article laisse penser, sans le dire ouvertement, que soutenir l'Arménie ou critiquer la politique expansionniste d'Erdogan, c'est être d'extrême droite. En critiquant un petit peu ça, en disant que, évidemment, la réalité n'était pas aussi simple que ça. Finalement, François Gauthier, ancien journaliste du Figaro, donne un petit peu une clé de lecture pour tout ça. Les musulmans massacrent les chrétiens au Liban, en Turquie, au Cachemire, mais le mot musulman n'est jamais prononcé par les médias. Si vous le prononcez, on vous traite de facho. Cela m'est arrivé quand j'étais au Figaro. Oui, alors ce François Gauthier n'est pas du tout un extrémiste, c'est un spécialiste de l'Inde, qui est correspondant d'un certain nombre de journaux en Inde, qui, je crois, est marié à une Indienne. C'est ni un extrémiste, ni un raciste, ni un... Simplement, il observe les faits, et les faits, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'endroits où les musulmans sont plutôt à l'offensive. Et en l'occurrence, en Arménie, c'est un territoire chrétien, le Haut-Karabakh, enclavé dans l'Azerbaïdjan, et c'est ce territoire qui est attaqué. Quand il y a eu des conflits entre les Serbes et les musulmans bosniaques, on nous amenait à pleurnicher sur les musulmans bosniaques à coup de propagande massive. Là, on ferme un peu les yeux. On a quand même un bel article de Libération de Pierre Plotu et Maxime Massé, qui d'ailleurs a été supprimé par Libération peu de temps après sa publication. A priori,
pour protéger une envoyée spéciale en Arménie, ça interroge quand même. Bon, c'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que ce Plotu, qui était vraiment un militant antifa plutôt bas de gamme, hein, honnêtement, qui était à France Soir, où il racontait à peu près n'importe quoi, a été recruté à Libération, il continue de raconter n'importe quoi. Voilà. Il y a un minimum, il devrait y avoir un minimum de... Enfin, je veux dire, il fera quand même attention, il devrait faire attention aux gens qui recrutent, quoi. Parce que là, c'est un propagandiste de bas niveau. Il y a des propagandistes de haut niveau, quand même. C'est vrai que c'est caricatural. Là, bon, franchement, c'est pas très... Bon, moi, je leur donne des conseils, hein, c'est gratuit. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, bien, il y a du changement au monde, avec Luc Brunner, le directeur de la rédaction, qui quitte son poste, et Caroline Monod qui lui succède, Jean-Yves. Oui, alors c'est intéressant parce que Caroline Monod, elle a commencé sa carrière avec Abel Mestre dans un blog qui était rattaché au Monde, qui s'appelait le blog Droite Extrême, hein, et donc qui regardait tout ce qui était politiquement incorrect sous l'angle antifa, on va dire, enfin bon, antifa au sens large, hein. Et donc elle est promue à la tête du Monde. À la direction et donc de la là, c'est vraiment l'alliance très intéressante. C'est vraiment très intéressant, parce que qui dirige le Monde? Monsieur Niel, qui est une des grandes fortunes de France, notamment dans l'Internet, et Monsieur Pigasse de la Banque Lazare, ancien de la Banque Lazare, et Monsieur Niel étant marié à Delphine Arnaud, LVMH. Donc on a là, c'est assez extraordinaire, l'alliance du grand capital et de l'extrême gauche. Le grand capital a l'argent et met aux commandes l'extrême gauche. C'est quand même très très intéressant à observer. Et pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, on va s'intéresser à France Inter, Le Parisien, qui titre « Comment France Inter est devenue la nouvelle fabrique du rire en moins de 10 ans ». Oui, ils sont plus ou moins drôles. Hein. Enfin bon, mais le rire, c'est l'utilisation de la dérision, et c'est la dérision au service de la bien-pensance. C'est ça qui est assez paradoxal, puisque qui attaque-t-il, de qui se moque-t-il? Non pas du pouvoir idéologique, non pas du pouvoir médiatique, mais de ceux qui contestent le pouvoir. Très, très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu avec l'affaire Zemmour que face au réel, il n'avait que la censure en face, mais finalement, il y a aussi la dérision. C'est la censure et la dérision. La censure et la dérision, oui. Passons au deuxième sujet et intéressons-nous à Donald Trump. C'était la grosse actualité politique de la semaine, la contamination de Donald Trump au Covid-19, puis sa guérison. La vidéo de son retour a été largement commentée par les médias. La vidéo est assez forte parce qu'elle renvoie à un certain nombre de mythes américains, l'hélicoptère, le soleil, la destinée américaine. C'est très fort. Et puis, c'est un message... moi, je ne plie pas devant la maladie, moi, je combats, moi, je ne me laisse pas... c'est pas le coronavirus qui fait mon agenda, quoi. C'est ça le message un peu... Allez, certains ont dit viriliste, masculiniste, c'est ça le message de Trump, quoi. Voilà. Apparemment, ça lui a réussi, puisque il a refait depuis une vidéo où il paraît assez en forme. Ouais. Bon, évidemment, le coronavirus, c'est un peu la loterie. Dans l'immense majorité des cas, c'est finalement bénin, et puis dans quelques cas, c'est plus grave, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est d'autant plus grave, c'est plutôt que le coronavirus, c'est la censure de Twitter et de Facebook, puisque Donald Trump a tweeté sur son compte Twitter « La saison de la grippe arrive, beaucoup de gens meurent de la grippe. Est-ce que nous fermons le pays pour eux ? Non, nous avons appris à vivre avec, tout comme nous apprenons en ce moment à vivre avec le coronavirus. » Et puis, il a déclaré aussi que le Covid, dans la plupart des populations,
était moins létale que la grippe, ce qui, bon, honnêtement, est pas complètement vrai. Alors, dans le message de Trump, il y a différentes choses. Il y a effectivement le fait que c'est moins létal que la grippe, ce qui est vrai pour les jeunes enfants, mais ce qui n'est pas vrai pour le reste de la population. Enfin, je pense pas. En tout cas, c'est pas établi. Par contre, son message, c'est quand même, on vit avec la grippe. C'est vrai, tous les ans, il y a une épidémie de grippe. L'épidémie de grippe, elle peut faire... en France, elle peut faire 20 000 morts assez couramment. Aux États-Unis, elle peut faire 100 000 morts. Bon, alors on a dit nous-mêmes dès le début que le coronavirus c'était quand même un peu plus grave que la grippe. C'est beaucoup plus grave que la grippe quand on prend les réanimations et les morts. Notamment, mais c'est quand même... on vit avec la grippe, c'est vrai, on ne paralyse pas le pays avec la grippe. De toute façon, on ne peut pas fermer éternellement le message de Trump, c'est celui-là, et c'est quand même assez choquant qu'il soit censuré, même s'il comporte, c'est exact, une inexactitude. Mais ce n'est pas d'abord la totalité du message. Et il n'aurait pas dû dire dans la majorité des populations, ou la plupart des populations, mais dans certaines populations. En tout cas, donc, Twitter a censuré, tout en laissant le message visible. Il a donc posé un avertissement, tandis que Facebook a tout simplement supprimé la publication, ce qui est quand même très inquiétant, honnêtement. Et Guillaume Champeau, qui est un observateur de ces questions, a tweeté « Il y a quelques années, un tel interventionnisme de l'hébergeur dans les échanges qu'il héberge aurait été totalement inimaginable au titre d'un principe de neutralité inébranlable. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi et comment ça a si vite basculé, qui plus est aux États-Unis. » Alors c'est très intéressant, Champeau, parce qu'il a dirigé, je crois, Numérama pendant un certain temps, il fait fortune avec Numérama d'ailleurs, et le principe c'était de défendre la liberté du net. La neutralité du net. La liberté du net passant par la neutralité du net. On distribue les informations, les opinions, et puis les gens font le tri. C'est ça le principe. Là, maintenant, il y a des petits chiens de garde qui disent ça on peut dire, ça on peut pas dire. Bon, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'au départ, l'OMS avait dit que les réseaux sociaux devaient protéger les messages gouvernementaux. Bon, ce qui est discutable d'ailleurs. Mais c'était ça le point de vue de l'OMS. Je suis désolé, Trump c'est un chef d'État. Il a un point de vue, on peut ne pas le partager, mais on doit le respecter. Alors, il y a des gens qui ne partagent pas le point de vue de Donald Trump. Jean-Yves, ce sont les journalistes. Les journalistes français. Et bien, on va le voir avec cet extrait d'une émission où la médiatrice de France Info présente à un journaliste de la rédaction les questions des auditeurs. Ce journaliste répond à une question sur le parti pris anti-Trump des médias français et notamment de France Info. Alors, je vais essayer d'être franc là-dessus. Qu'il y ait un consensus anti-Trump dans les médias français, ce serait sans doute malhonnête de le nier. On a affaire à un président américain souvent très sévère avec la presse, qui prend beaucoup de liberté, on va dire, avec la vérité, avec les vérités, avec les faits. Donc oui, le jugement porté sur la présidence Trump est parfois sévère dans les médias français, y compris à France Info. Soyons honnêtes, disons-le. Cela dit, on fait vraiment très attention à être le plus objectif possible quand on couvre les États-Unis. Alors ça, c'est intéressant, parce que le gars nous dit, oui, il y a un parti pris anti-Trump dans les médias français, et y compris à France Info. Bon, on le sait, mais là, il le reconnaît. Alors il continue en disant, évidemment, il faut défendre la vérité, etc. Ben oui, mais la vérité, c'est la confrontation des points de vue. Et donc, il devrait y avoir, dans les médias, le point de vue critique de Trump, mais aussi le point de vue de Trump ou des Trumpistes. Voilà, c'est ça le pluralisme. Mais ça, c'est pas possible pour eux. Enfin, en tout cas, il avoue qu'on a des médias complètement univoques. Ce qui est quand même incroyable. Heureusement, il reste TV Liberté, Jean-Yves. Oui, il reste TV Liberté, absolument. Alors, la fin de cette émission approche. Vous avez un coup de chapeau à un autre média alternatif. Ah oui, un média très, très tonique, que je recommande régulièrement. C'est le nouveau numéro d'Éléments, avec beaucoup d'articles passionnants, un dossier sur la mort qu'on essaye d'évacuer, on voit avec l'affaire du coronavirus, un dossier sur la contre-culture et son lien avec le capitalisme, un article sur l'esclavage de la part de Lugan, c'est pas mal, un article très polémique
de Bousquet qui va choquer sur homosexualité et souverainisme, tout sur le zizi tricolore, ça va choquer certains, mais bon, c'est assez marrant. Je crois que vous avez aussi une petite place dans ce Alors magazine. j'ai une petite place parce qu'effectivement j'ai fait un entretien très court, mais donc je pense tonique, sur le thème de la diabolisation et de la censure. Voilà. Et on me pose même la question sur la censure que je n'ai pas acceptée et la censure auquel j'ai cédé, voyez-vous. Okay. Mais il faut lire pour savoir. Eh ben, j'engage tous les auditeurs d'Immédiat, évidemment, à se procurer l'élément pour avoir la réponse à cette question. Et puis, c'est la fin de cette émission. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum autour de vous. C'est très important. À vous abonner à la nouvelle chaîne dédiée à Immédiat. Et puis, Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.